Salut à toi Mathieu, merci d'être là. Comment ça va? Salut Joanne, écoute, ça va vraiment très bien et je suis ravi que tu m'accueilles aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Super, donc aujourd'hui je suis avec Mathieu Vénis qui est l'auteur de C'est décidé, je change de vie, un livre dont on va parler justement ici, et qui est également le fondateur de Penser et Agir, qui a déjà regroupé une grosse communauté, et on va parler justement, comme le titre du livre le dit, de changer de vie. Parce que vous êtes nombreux à me suivre, à poser des questions sur comment réussir ces transitions de vie, changer de vie, comment faire du level up pour les game entrepreneurs. Et j'ai souhaité interviewer Mathieu qui est très bon dessus et qui va nous en parler. Donc déjà, est-ce que tu peux rapidement te décrire en une ou deux phrases qui tu es? En une phrase. Alors du coup, tu l'as dit, je suis le créateur d'un site qui s'appelle penseretagir.fr, qui est aujourd'hui un site d'autorité sur le développement personnel et le changement de vie, puisqu'il fait environ 400 000 visiteurs par mois, ce qui est quand même relativement important pour un blog. Et donc, je suis l'auteur du livre C'est décidé, j'ai changé de vie. Ma particularité, c'est que je suis un ancien ingénieur. J'ai travaillé dans ce qui s'appelle l'ingénierie des modèles, qui est comment décomplexifier des problèmes complexes. Donc, ça paraît bizarre comme ça. J'aime bien l'image de dire vous avez un plat de spaghettis et vous devez dénouer les spaghettis pour trouver les pâtes uniques, on va dire. Et mon job quand j'étais ingénieur, je travaillais dans l'aérospatial, le militaire et puis les aiguillages de train aussi. Donc j'ai fait plusieurs boîtes comme ça, Thales, Areva, Alstom, EDF même aussi, dans l'énergie nucléaire. Et j'étais donc ingénieur en ingénierie des modèles et je me suis dit un jour, pourquoi est-ce que réussir, être heureux, changer de vie, ce serait pas aussi des problèmes complexes? Parce que si toutes les personnes se posent cette question de comment changer de vie, comment être heureux, comment réussir, et qu'il n'y a pas vraiment de réponse, alors, bêtement, ça veut dire que c'est un problème complexe. Et je me suis dit, si j'utilisais mes compétences intrinsèques de ma profession d'ingénieur, c'est-à-dire ma capacité d'analyse, ma capacité d'abstraction sémantique, de schématisation et de process, est-ce que je pouvais pas en découler une approche factuelle, concrète et hyper simple à appliquer pour le développement personnel, pour la réussite et le bonheur? Et c'est ce qui a donné Penser et Agir. Et plus loin après, parce que j'ai créé Penser et Agir en 2012, mais après, donc, du coup, en 2019, ce livre qui est un petit peu le détail de toute mon approche que j'ai baptisé le développement personnel par l'action. Super. Donc d'ailleurs, tu as anticipé la question qui était sur ton parcours. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que tu as un profil ingénieur qui fait du développement personnel, alors que c'est vrai que très souvent, le développement personnel, il y a plusieurs approches, dont certaines parfois extrêmement perchées et pas du tout concrètes. Et toi, tu es dans le concret, dans l'action, ce que j'aime bien et que ma communauté aime bien pour ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, puisque j'ai pu lire en grande partie, c'est l'aspect, si je prends une page qui le représente, c'est le côté un peu extrêmement, on va dire, visuel. C'est-à-dire que c'est Ouais, visuel, c'est pratique, il y a des exercices, il y a des outils. Et si je dis ça, c'est parce que moi aussi, j'adore ça, hein, que pour Game Entrepreneur, c'est le côté, on donne de l'action. Et justement, c'est quoi ta vision du développement personnel dans un écosystème où il y a tout et rien? C'est quoi pour toi le développement personnel, justement? alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a quelque chose que tu as dit d'intéressant sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que tu as dit qu'il y avait beaucoup de gens perchés. Oui. Et parfois, derrière perché, on met pas les bons mots. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour moi, perché, c'est quelqu'un qui croit savoir et qui dit que pour accéder au bonheur, il faut faire ça et ça et ça et ça, mais qui, dans sa vie, a absolument pas ce qu'il dit et n'applique pas ce qu'il dit. Ça, c'est perché. Et c'est pas forcément une thématique spirituelle comme on pourrait intuitivement le comprendre quand tu dis ça. Ça peut être aussi dans de la procrastination ou du perfectionnisme, des gens qui vont dire bah oui, si tu veux vaincre la procrastination, il faut je sais pas faire de la pensée positive tous les matins devant son miroir en récitant des mantras un peu bidons et je vais te donner les 12 phrases magiques à dire le matin. Ça, c'est autant perché que la personne qui dit si je visualise pendant un an qu'un chèque va arriver, qu'un chèque d'1 million d'euros va arriver dans ma boîte aux lettres, ça aussi c'est perché. À moins que la personne ait réellement reçu un chèque de 1 million d'euros dans sa boîte aux lettres, tu vois. Oui. Donc on peut être ingénieur, on peut faire des méthodes pragmatiques simples avec des schémas et tout, et avoir une composante spirituelle. Donc je voulais juste expliquer et recadrer un peu ça pour expliquer que perché n'est pas égal à spirituel. Perché est égal à je dis des choses que je n'ai pas fait et je crois savoir. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le savoir est dans l'action. C'est-à-dire que tant que tu penses savoir des choses que tu n'as jamais confrontées au réel, en fait, tu ne sais absolument rien.
Mais le jour où tu commences à confronter un truc au réel et que tu dis waouh putain ça fonctionne vraiment, ben dans ce cas-là, tu es en train d'ouvrir ta zone de confort et ta zone d'apprentissage et d'apprendre des vrais trucs. Donc ça, c'était juste pour remettre ça en place. Et après, tu m'as demandé ma vision du développement personnel. C'est ça, la proposition comment tu vois que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement large et tu es dedans, mais avec une approche particulière. Mais c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que c'est Ouais, pour faire simple, le développement personnel, c'est être heureux au quotidien. En fait, il faut arrêter de mettre des implémentations de être heureux. C'est pas forcément la liberté financière, c'est pas forcément l'entrepreneuriat, c'est pas forcément l'artistique, etc. Moi, ce que j'aime pas dans le développement personnel qu'on voit un peu partout, c'est qu'ils imposent un modèle de réussite. Et dans le livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un méta-modèle. Le modèle de réussite, il te dit, c'est un peu dogmatique. Si on compare la spiritualité et la religion, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que la religion, elle te met des dogmes, et le développement personnel que j'aime pas te met des dogmes. C'est-à-dire, si tu veux être heureux dans ta vie, alors tu dois faire 12 incantations magiques le matin, tu dois prendre des douches froides, tu dois faire le jeûne intermittent, tu dois. Je dis pas que c'est pas bien, parce que en plus la douche froide et le jeûne intermittent, je le fais. Hein. Mais c'est juste que j'imposerai ça à personne. Et la spiritualité ou le métamodèle, si on fait le parallèle, c'est des grands principes de vie. Ça veut dire, si tu veux être heureux dans ta vie, tu dois par exemple, c'est ce que je dis dans le livre, réfléchir à ton critère d'unicité. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ce monde, tu vas être le meilleur au monde dans un domaine ultra, ultra, ultra précis? Notamment, la méthode que je donne dans le livre et que j'ai pas inventé du tout, c'est ce qui s'appelle l'ikigai. Je le dis mal, c'est un mot japonais. L'ikigai. En gros, les Japonais expliquent que toutes les personnes dans le monde ont une raison unique de se lever chaque matin et que si une personne trouve cette raison unique, alors finalement, peu importe la réussite ou peu importe son statut social ou peu importe son métier ou sa catégorie, entrepreneur, investisseur, salarié, s'il agit dans ce truc-là, alors il va être heureux. Et le but du développement personnel, c'est d'être heureux tout simplement. Et c'est vachement intéressant d'avoir une approche comme ça. En tout cas, je trouve ça plus pertinent parce que moi, j'ai toujours cet exemple du coach en développement personnel qui va voir un mec qui est au RSA, qui est dépressif, qui a perdu sa femme et ses enfants veulent plus le voir et lui dit que tu dois ressentir de la gratitude tous les jours pour aller bien. Mais le gars, il va l'envoyer chier. Parce que même si ressentir de la gratitude, c'est vrai et c'est très important, au niveau où en est la personne, il n'y arrivera pas et c'est impossible. Et tu te retrouves avec des personnes qui sont dans un mal-être profond et qui sont dans un état de dissonance cognitive, c'est-à-dire une différence entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, et qui s'auto-convainc de penser positif ou d'exprimer de la gratitude pour des trucs qui lui nuisent au quotidien. Alors que si cette personne, tu lui dis, il n'y a pas de méthode exacte pour réussir, par contre, je vais t'expliquer comment trouver ton critère d'unicité, comment faire en sorte de transformer ça en projet, comment trouver la première action pour ce projet, et ben là, je lui apprends à pêcher, tu vois. Je lui donne pas un poisson prêt à manger, je lui apprends à pêcher et à trouver ce qui fait que lui, il va réussir. Et il y a une énorme différence entre dire comment est-ce qu'on passe de ton critère d'unicité à un projet par rapport à quelqu'un qui dirait comment atteindre la liberté financière en créant sa boîte sur Internet. On s'adresse pas aux mêmes personnes. Quand on dit comment créer la liberté financière en créant sa boîte sur Internet, on s'adresse, si on est éthique, à des personnes qui s'épanouissent là-dedans déjà. Mais si on est sur le niveau de développement personnel, dans ce cas-là, il faut raccorder les gens à ce critère d'unicité et leur permettre de s'épanouir dedans. Et il y a un truc qui est vraiment incroyable et sur lequel je veux insister là-dessus parce que je l'ai vécu personnellement, c'est que le jour où on commence à créer ce déclic dans sa tête et qu'on commence à agir sur son unicité, sur son projet de vie, ce que j'appelle le projet de vie, eh bien, ça va instantanément mieux. Moi, quand j'ai renoncé à ma carrière d'ingénieur pour créer, penser et agir, au moment où j'étais ingénieur, j'avais développé de l'eczéma, j'avais pris 15 kilos et je m'étais déclenché une hernie discale. Donc, autant dire que mon corps me rappelait à l'ordre. Mon inconscient, par les ressentis, me faisait sentir que ça allait pas. Et quand j'ai fait ma rupture conventionnelle en 2013, c'était, et que j'ai commencé à agir sur mon projet, mon quotidien n'avait pas changé. C'est-à-dire, j'avais pas atteint mon objectif de liberté. Au contraire, je gagnais même beaucoup moins d'argent parce que j'avais plus mon salaire. Mais l'eczéma a disparu, j'ai perdu mes 15 kilos en 3 mois et la hernie discale s'est résorbée. C'est-à-dire que si on réoriente son inconscient ou ses pensées sur quelque chose qui nous épanouit vraiment et qui nous fait vibrer au même sens que quand on était un enfant, quand tu avais, je sais pas, 7 ans, 8 ans, et que tu disais, je vais être astronaute, je vais être policier, ou que tu vibrais devant un jeu vidéo parce que ça t'inspirait énormément et que
tes parents te disaient mais arrête de jouer, mais toi t'étais là, oui mais c'est ma vie, j'adore ça. Si tu arrives à reconnecter à cette énergie-là, tu te rends compte, et là c'est un peu mystique, tu vois, que ton corps, il va commencer à se soigner tout seul. Pourtant, t'as pas réussi, tu vois. Faut pas associer développement personnel et réussite. Faut associer développement personnel et j'agis dans mon critère d'unicité, là où j'ai le feu ardent, comme dirait Napoléon Hill, et je progresse là-dedans et tout va mieux en un claquement de doigts. C'est ça qui est incroyable. C'est ce switch mental qui fait que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et j'aime beaucoup que tu abordes cette vision puisque pour moi, être sur l'aspect très business et en faisant du mindset et du dev perso à côté parce qu'il en faut et on le sait, je me rends compte que les entrepreneurs qui qui bloquent et qui arrivent pas à décoller, en réalité, leur problème vient même pas de leur business, il vient du fait qu'ils sont pas encore assez bien alignés sur justement leur projet de vie, sur les bons clients qu'ils veulent cibler, sur leur vraie mission. Et tant que c'est pas fait, en fait, ils ont beau tout mettre en place, ça décolle pas. Et le jour où cet alignement est fait, boum, ça accélère. Et c'est bien que tu aies parlé aussi du fait qu'on dit à beaucoup qu'il faut absolument qu'ils créent un business en ligne ou autre, alors qu'en réalité, beaucoup tombent dedans, mais sont sur la mauvaise voie et sont aussi malheureux qu'avant, voire plus, tant qu'ils sont pas alignés sur le vrai projet. Et parfois, il y en a qui sont peut-être pas leur truc directement, ou il faut qu'ils cherchent encore. Mais l'alignement, pour moi, c'est ce qui permet d'être, comme tu le dis, heureux. Parce qu'on se compare plus aux autres, on n'est plus dans cette attitude de recherche externe et on trouve vraiment son bonheur interne. C'est ça. Ouais. Ouais. Non, ce que j'allais dire, c'est que une fois que tu as trouvé ton critère d'unicité, tu as plein de manières de l'incarner dans le monde. Tu vois, ça peut être l'entrepreneuriat web, mais ça peut aussi être l'associatif, ça peut aussi être le salariat, ça peut être juste de faire des week-ends avec des amis ou des proches. Et en fait, il y a plein de manières d'incarner ça. Il n'y a pas juste un modèle. C'est ça qui m'emmerde désolé pour le mot, hein, dans le développement personnel, c'est que les coachs ou les gars qui font ça cherchent à imposer des modèles alors que c'est pas il y a aucun modèle valable. Si moi j'ai réussi dans un domaine, si toi tu as réussi dans un domaine, c'est pas duplicable. Ils pourront pas faire du Johan Yang Ting, tu vois. Oui. Toi, tu as fait Game Entrepreneur parce que tu as su trouver ton ikigai en associant les jeux vidéo, l'aspect un peu dépassement de soi, l'aspect peut-être un peu manga aussi, parce que je vois que tu as des figurines derrière toi, et tes compétences entrepreneuriales, parce que c'est un truc qui te fait vibrer aussi. Mais ça marchera pas pour un autre. Il faudra qu'il trouve son critère d'unicité ailleurs. L'incarnation de son critère d'unicité ailleurs. C'est ça la clé, en fait. Oui, et d'ailleurs, c'est quoi le petit conseil que tu auras donné à ceux qui justement se rendent compte qu'ils sont pas forcément très heureux là où ils en sont dans leur vie, ou ils ont pas encore trouvé cet axe? Par quoi ils devraient au moins commencer? Parce que beaucoup me posent cette question. Je sais pas c'est quoi qui mes passions, je sais pas quoi faire. Je gère un peu. Par quoi commencer concrètement pour trouver au moins son axe? Alors, il y a deux méthodes pour moi. Il y a la méthode par projection négative et la méthode par introspection positive. Alors, la méthode par projection négative, moi, il y a une étude que j'adore, que tu dois peut-être connaître, qui est l'étude de Bronnie Ware. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Bronnie Ware. Oui, ça me dit. C'est en fin de vie. C'est ça, c'est une infirmière en fin de vie, ouais. Ouais, c'est une infirmière australienne qui travaillait en soins palliatifs, c'est-à-dire sur les dernières semaines de vie des personnes qui ont un cancer. Donc vraiment le métier, tu vois, elle c'était sa mission de vie pour le coup. Moi, c'est un truc que je pourrais pas faire. Et elle a étudié les 5 regrets principaux de ces personnes-là. Et le top one, c'était le top one, c'était à 90%, tu vois. Il disait, je n'ai pas vécu la vie que j'aurais voulu vivre moi, mais celle que les autres voulaient pour moi. Et quant à cette information, c'est vachement intéressant de se dire, si 90% des gens en fin de vie pensent ça, c'est peut-être que je devrais me poser la question avant. Et donc, le travail de projection négative, c'est de se projeter sur son lit de mort, ce qui est vraiment pas agréable, hein, c'est pour ça que c'est négatif, et de se dire, sans parler de critères de réussite, encore une fois, sans imaginer que ça va réussir, qu'est-ce que je regretterais de pas avoir essayé? Et généralement, si on se projette vraiment sur son lit de mort, qu'on imagine, je sais pas, son enfant qui nous tient la main ou je sais pas, un truc qui vous parle vraiment, qui parle vraiment aux personnes qui écoutent, et ben les réponses, elles arrivent tout de suite. Elles se disent, ah, mais je regretterais de pas avoir fait ce truc un petit peu fou qu'on me disait impossible ou ce truc que j'ai jamais osé essayer. Ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est l'introspection positive, c'est-à-dire se reconnecter à ce que j'appelle le rêve de gosse. Quand on était jeune, on avait tous des ambitions. Ces ambitions, elles peuvent être farfelues. Peut-être qu'on voulait être Superman ou qu'on voulait être un super-héros ou qu'on voulait se transformer en Super Saiyan comme dans Dragon Ball. Bon, là, c'est des trucs vraiment garçons que je donne là. Mais les femmes aussi, bien sûr, ont des rêves. Comme je suis pas une femme, je peux moins les imaginer. Mais
si on se reconnecte pas forcément au rêve, mais la sensation et à l'énergie qu'on éprouvait en ayant ce rêve à ce moment-là. Moi, je me rappelle que quand j'avais 7 ans, j'avais eu une console qui s'appelait la Mega Drive. Et je jouais à Sonic à ce moment-là, qui était un petit jeu en 2D, voilà, tu connais de toute façon. Et c'était fou, quoi. Je savais qu'à la fin, il y avait le niveau de l'eau. Et pour atteindre ce niveau de l'eau qui était atrocement difficile pour un gars de 7 ans, et ben, je vibrais. J'étais là, ouais, c'était ma mission de vie sur le moment, tu vois. J'avais cette énergie en moi. Et ce qu'il faut, c'est retrouver cette énergie, ces émotions, et essayer de les transvaser dans l'autre projection qu'on a fait juste avant, qui était qu'est-ce que j'aurais regretté de pas avoir fait. Et si on mixe ce truc qu'on sait au fond de nous qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas faire avec cette énergie qu'on avait en étant gamin et qu'on arrive à associer tout ça, c'est-à-dire vraiment ces passions de jeunes, c'est ce qu'on regretterait plus tard, et puis aussi ces compétences professionnelles. On a un métier, tout le monde a un métier, où tout le monde a exercé, où tout le monde a fait des études, ou en tout cas on a tous des savoir-faire. Et dans ces savoir-faire, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des compétences intrinsèques. Il y a plein de personnes qui pourraient se dire, moi je suis caissière à Carrefour, mon métier m'apporte rien. C'est complètement faux. Les compétences intrinsèques d'une caissière à Carrefour, c'est par exemple la capacité à suivre des protocoles ou à rester souriante malgré tous les gars qui vont t'emmerder toute la journée, à dire bonjour, à dire au revoir, à savoir rendre la monnaie rapidement. Donc il y a des compétences intrinsèques de relationnel par rapport aux gens qui arrivent, qui sont pas tous de bonne humeur et la capacité à les gérer. Des compétences protocolaires. Si on me donne une méthode à suivre, je sais le faire. Et des compétences, qu'est-ce que je voulais dire? Et des compétences de calcul mental. C'est ça, rendre la monnaie rapidement, tout ça. Ouais. Et ouais, c'est des compétences de calcul mental. Ouais. Et si tu agrèges ces 3 trucs que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais regretter de ne pas avoir fait sans penser à la réussite? Quelles sont mes compétences intrinsèques liées à ma profession ou à ce que j'ai appris en savoir-faire dans ma vie? Et quelle était cette énergie et cette passion que j'avais quand j'étais gosse? Si tu mixes tout ça, tu vas trouver un truc qui a priori semble totalement incohérent ou fou. J'ai plein d'exemples comme ça, on pourra en parler d'ailleurs de trucs complètement rigolos qui ont donné des projets fous et qui marchent. Et moi, j'en fais partie. Hein. Et si après, donc ça, c'est pour répondre à ta question de comment raccorder à ça. Après, il faut le transformer en projet, etc. et avancer dessus. Mais c'est déjà un bon début de se dire bon, comment je peux faire converger mes compétences, mes forces, se rappeler, se reconnecter à cet enfant où tout était possible. Et en même temps, à côté, éviter le pire, se dire bon, je suis à la fin là, et qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter plus tard. Ok, c'est super intéressant. Qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter plus tard? Oui, qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter plus tard. Oui, et ça c'est important pour réussir à déjà partir sur la bonne voie et se réorienter. Et d'ailleurs, tu as abordé un élément fondamental dans les 5 regrets en fin de vie, qui est j'ai vécu, la vie que les autres voulaient. Et je crois que ça, c'est un gros blocage qu'on a tous, c'est cette influence de l'environnement, que ça soit les proches, les parents, les amis, etc. Et beaucoup qui me suivent me disent oui, mais l'environnement, c'est mon problème numéro 1 parce que je suis tout le temps influencé, je suis critiqué, je suis pas encouragé. Et je le revois chez les entrepreneurs que c'est aussi un réel problème. Toi, ce serait quoi justement le truc pour réussir à se détacher de cette pression sociale et même des proches pour réussir à, même si on a trouvé son truc, oser y aller? Parce que c'est parfois, on a beaucoup de remarques de l'extérieur. Alors ça, c'est ce qui est traité dans la zone 1 du livre. Tu sais, le livre est divisé en 6 zones. Et dans la zone 1, c'est la zone du doute. Et les chapitres, là, c'est comment est-ce que je choisis, qui est-ce qui m'influence, comment gérer les critiques. Alors, pour pas refaire tout le livre, parce que ça prendrait 3 plombes. Oui, au moins pour commencer. La première astuce, c'est de penser l'être humain comme un ensemble de programmes. C'est très informaticien ce que je te dis là, mais c'est réel. On est de toute façon à 100% conditionné. Et le fait d'admettre ça, alors après il y a plein d'études qui pourraient le prouver, il y a plein d'analyses, de machins, de bidules, mais là on va pas rentrer là-dedans pour faire simple. Mais on est un ensemble de programmes. C'est-à-dire que il y a un exemple que j'aime bien dire. Par exemple, si on a acheté une voiture et qu'on a acheté ça comme en se disant c'est la meilleure, mais sans trop réfléchir, c'est peut-être parce que nos parents ou notre meilleur ami ou des collègues avaient la même et nous ont dit que c'était une bonne voiture. Et si on a suivi des études, moi quand j'ai suivi des études d'ingénieur par exemple, c'est parce que pour ma famille, si tu voulais réussir ta vie, il fallait soit être ingénieur, soit médecin. Comme j'avais la phobie du sang, du coup je suis devenu ingénieur.
Ça nous fait des points Euh, communs. mais non, mais c'est ça. Et quand tu commences à te dire, OK, je ne suis qu'un mélange d'influences et ma personnalité que je croyais unique n'est qu'en fait que l'agrégation de toutes ces influences, qui sont donc l'éducation, le milieu d'évolution sociale, mes revenus financiers et mon cercle d'amis, on va dire à peu près. Tu as un autre exemple qui est hyper simple à comprendre. Si tu nais dans une famille d'aristocrates milliardaires ou que tu nais dans une famille sous les bombes en Afrique, tu vois, c'est le truc le plus caricatural possible. Quelle est ta vision de la vie? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Mais c'est complètement différent, tu vois. Mais tant que t'as pas compris ça et que tu l'as pas verbalisé, que tu t'es pas dit, OK, je ne suis un ensemble de programmation de mon environnement, de ma famille, etc., tu peux pas remettre en question ça. Et une fois que tu as compris ça, ce qu'il faut, c'est dresser, moi, ce que j'appelle dresser son profil psychologique dans différents cadrans de la vie. Et tu dis, par exemple, tu écris sur une page, tu sais, une page A4, je suis Mathieu, et enfin Mathieu, tu mets par ton prénom, et quand je suis avec ma famille, je pense ça. Quelles sont mes vérités? Qu'est-ce que j'ose dire devant ma famille? Qu'est-ce que je défends comme valeur? Qu'est-ce que je cache comme chose que j'ose pas dire? Et tu vas te rendre compte un petit peu déjà de cette influence qu'a ta famille. Après, tu fais le même exercice au travail. Qu'est-ce que j'ose dire au travail? Qu'est-ce que j'ose pas dire? Moi, par exemple, au travail, j'avais une dissonance extrêmement forte. Quand j'étais chez Thales, on travaillait pour l'armée. Et moi, j'avais envie de dire, mais c'est quand même. Enfin, on ne savait pas qu'on travaillait pour l'armée parce qu'on travaillait pour des satellites météo légalement. Mais officieusement, on savait qu'on travaillait pour l'armée, mais on n'avait pas le droit de le savoir en gros. Et moi, j'allais voir mes collègues et je leur disais, mais ça vous dérange pas que une partie de notre travail, on faisait des maths, mais que ça aille pour l'armée? Et ils me répondaient, ben, de toute façon, si c'est pas nous qui le faisons, ce sera d'autres qui vont le faire. Donc, je voyais, tu vois, comme j'avais pris conscience de tout ça, je voyais le conditionnement. En fait, je me disais, mais s'ils ont cette réflexion-là, c'est qu'ils s'autorisent pas à penser par eux-mêmes. Donc, j'étais en train de me dire, quand j'écrivais cette page-là, quand je suis au travail, je ne peux pas expliquer que ça me dérange de travailler pour l'armée parce qu'on va me répondre que c'est normal et que de toute façon, si on le fait pas, les autres le feront. Et tu fais ça aussi pareil avec tes amis proches, donc ceux avec qui tu sors, et ensuite tu le fais une 4e fois avec toi-même. Donc, ça veut dire que tu es tout seul dans ton lit, comme l'enfant qui rêve le soir. Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu rêves? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible, etc. Et tu vas te rendre compte avec ces 4 pages devant les yeux que tu as 4 personnes totalement différentes. On peut même les nommer, en fait. On peut même leur mettre un âge. Parce que la personne au travail, si ça se trouve, elle a 40 ans, alors que toi, quand tu es tout seul dans ton lit, ça se trouve, tu as 12 ans et demi, tu vois. Oui. Parce que ta capacité à rêver est pas la même, ta capacité à voir ce qui est possible et impossible est pas la même. Et quand tu fais cet exercice avec les 4 pages, tu commences à te dire, OK, je suis influencé comme ça à cet endroit de ma vie, comme ça dans l'autre endroit. Qu'est-ce que je vais faire pour que le petit enfant ou le rêveur, quand je suis tout seul chez moi, il converge vers les autres visions? Alors, par exemple, si la famille, c'est un peu plus dur à changer, mais on peut comprendre pourquoi est-ce que la famille a ces avis-là. Ça, c'est plus sur la gestion des critiques. Après, on pourra le faire plus tard dans l'interview si tu veux, comment Ouais. gérer les critiques, tu vois. Bon, ça, c'est autre chose. Dans le travail, par exemple, on peut se dire, d'accord, mais alors, quel pourrait être le travail si le chemin de vie passe par la profession? C'est pas sûr, hein. Oui. Mais quel pourrait être le travail qui me permettrait de me rapprocher un peu plus de ma vision quand je suis tout seul? Si c'est pas le travail, quelle pourrait être une activité avec mes amis qui pourrait me permettre de faire ça? Ou alors, quel pourrait être le sport qui pourrait me permettre de raccorder à cette vision-là? Et puis, on peut décider de se mettre, je sais pas, aux arts martiaux, par exemple, parce qu'on a un aspect un peu spirituel et dans l'action en même temps, où on se dit, ouais, il y a un lien entre le corps et l'esprit. Je suis incapable d'exprimer ça dans ma famille, incapable d'exprimer ça au travail. Mes amis ne comprennent pas. Ben, dans ce cas, je vais le faire tout seul et je vais faire le choix de m'inscrire dans un cours de Kung Fu. Et ce qui est incroyable quand on commence à faire ça, c'est qu'on s'autorise à être nous-mêmes et on change l'environnement. Et dans ce cours de Kung Fu, si ça se trouve, on va rencontrer des gens qui pensent comme nous et qui vont nous apporter des informations qui sont en dehors de notre radar sur des métiers, sur des passions, sur des professions, des trucs. Et en fait, on peut même pas imaginer ce qui est possible. Mais en commençant à faire ce petit déclic-là, sur ces 4 analyses, ben on va orienter sa vie différemment. Super. Et c'est intéressant. Ça permet sûrement aussi de voir, comme tu l'as dit, qu'on ait ces petits programmes dans différents contextes et qu'aussi, d'ailleurs, on est plus complexe que juste une identité tout le temps, en fait. Et, Ouais. et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, tu l'as dit justement, l'aspect critique. Comment même si on a réussi à trouver ça, justement, parce que tu parlais de la critique, selon toi, comment ce serait la meilleure façon de réagir
face à ces critiques, à ces jugements qui peuvent nous bloquer, pour réussir à peut-être s'affirmer, avoir plus confiance. Quelle est pour toi la meilleure réaction face à ça? Alors, ce que j'ai fait dans le livre sur la gestion des critiques, c'est que j'ai défini 4 profils en fait de personnes qui critiquent. Et moi, ça m'aide vachement, toujours pareil, d'avoir ces métamodèles de réflexion. C'est-à-dire de me dire, OK, si quelqu'un me critique, je dois être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il me critique, le classer dans une catégorie et me dire, OK, s'il est dans cette catégorie, c'est que j'ai compris pourquoi il émet cette critique-là. Et donc, je vais la gérer. Et donc, il y a ces 2 catégories-là. Et après, il y a une distinction à faire sur l'identité et les compétences que, du coup, je t'expliquerai juste après. La première catégorie, c'est la famille, justement, et les amis. C'est ce que j'appelle les protecteurs. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont une vision du monde. Et leur seul but, si on est dans une famille normale, et on est souvent dans une famille normale, même si on veut pas le croire, c'est de nous protéger. Et dans leur vision du monde, peut-être que notre vision à nous, elle est pas pareille. Et donc, ils vont nous dire non. Dans mon cas, c'était si tu veux réussir ta vie, tu dois travailler dans une grosse boîte et tu dois être soit ingénieur, soit médecin. Ouais. Et en fait, les gens qui me disaient ça, et quand ils me disaient, du coup, quand ils me critiquaient, ils me disaient, c'est n'importe quoi, ton projet de psychologie, t'as pas de diplôme en psychologie, t'y arriveras pas. C'est pour me protéger. C'est pas pour dire que je suis nul. C'est pour me dire que dans leur vision du monde, si on doit être compétent dans un domaine, notamment la médecine ou l'ingénierie, il faut un diplôme. Et donc, quelqu'un qui crée un site de psychologie sans diplôme, il va foutre sa vie en l'air et il va mourir, tu vois. C'est une question de survie. Ta famille, elle essaie juste de te protéger. Ensuite, tu as ce que j'appelle les dogmatiques de la pensée, de la vérité absolue. Les dogmatiques de la vérité absolue, c'est les personnes qui ont déjà réussi ce que tu veux atteindre, mais qui sont convaincus qu'il n'y a qu'une seule méthode unique pour le faire. C'est le gars, on va prendre un exemple de médecin, par exemple, c'est un très bon exemple. Le médecin, il a fait une dizaine d'années d'études, ou plus, ça dépend de sa spécialité, et il soigne par la médecine. Et dès qu'on voit des nouvelles approches qui arrivent, l'approche que je pourrais pour illustrer ce propos sans partir dans les trucs un peu bizarres, ce serait l'hypnose. Pendant des dizaines d'années, ça a été critiqué, ça a même été rangé dans tout ce qui était sectaire un peu. Avec tout ce qui était programmation neurolinguistique, c'était considéré comme des sectes en France. Récemment, il y a 1 ou 2 ans, c'est rentré dans la médecine. L'hypnose, aujourd'hui, est utilisée dans les hôpitaux. Les médecins sont formés à l'hypnose, les psychiatres sont formés à l'hypnose, on fait des anesthésies sous hypnose et ça fonctionne. Sauf que le gars, à l'époque, qui se lançait dans l'hypnose et qui allait voir un médecin, le médecin lui disait, mais c'est n'importe quoi ton truc. Il y a qu'une seule façon de résoudre les problèmes, c'est, je sais pas, avec les médicaments ou avec autre chose, tu vois. Et donc, ces personnes-là, quand elles nous critiquent, elles sont pas forcément malveillantes, mais c'est juste que comme elles ont réussi en suivant un chemin, eh ben, elles sont persuadées, en fait, de ce chemin-là, et donc elles vont faire des critiques en disant, mais, par exemple, toi, tu seras pas riche en créant un site web, parce que lui, il a réussi, je sais pas, dans l'immobilier ou autre chose, tu vois. Mon père est comme ça. Mon père, lui, il a réussi à l'époque, c'était plus facile. Il achetait sa résidence principale, il habitait 6 mois, il la revendait. Il y a une loi, je sais plus comment elle s'appelle, comme ça. Maintenant, c'est un peu plus difficile, il m'a expliqué. Mais lui, toute ma vie, et à mes petits frères aussi, il leur a dit, si tu veux réussir ta vie, tu fais travailler l'argent des autres, tu achètes ta résidence principale, tu vis dedans 6 mois et tu la revends, tu fais les travaux, etc. Enfin, il a sa méthode qui a marché pour lui. Et il a fait des millions avec ça. Mais il y a d'autres moyens, tu vois. Et moi, quand je lui disais, je vais créer mon site web, il me disait, c'est complètement fou, ça sert à rien, c'est nul. Donc voilà. Après, t'as les passifs inactifs. Les passifs inactifs, les 2 premiers que je t'ai cités avant, c'est les plus difficiles à gérer parce que voilà, ils veulent toujours te protéger, ils sont plutôt bienveillants, mais il faut comprendre leur vision du monde pour te dire, ok, en fait, j'accepte ta critique, mais j'ai le droit de pas la prendre en compte. Et ce que j'aime bien dire, si on a le droit de boire une bonne bière ensemble, c'est pas grave. Après, t'as les passifs inactifs. Ça, c'est tous les gars qui sont dans les brasseries du coin, qui parlent de la crise, qui parlent de réchauffement climatique, qui parlent des gilets jaunes, qui parlent des véganes, enfin, en fait, c'est pas, tous ces combats-là que j'ai dit sont ni bons ni mauvais. C'est juste que les gars vont juste tous en parler et passer leur temps à critiquer. Et en fait, ce qu'il faut dire à ces gens-là, c'est dans la critique que tu me fais maintenant, qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie pour que ton conseil vaille la peine d'être écouté, tu vois. Et généralement, cette personne a dit moi là dans ce que tu fais toi, non, j'ai rien fait. Mais par contre, c'est la crise, blablabla. Et là, tu coupes le truc, tu vois, et tu lui dis non mais dans ce que je fais moi, est-ce que tu as quelqu'un de ton entourage qui l'a fait? Est-ce que toi tu l'as fait? Il fait non mais écoute, c'est la crise. Non mais dans ce que je fais moi. Et tu vois, tu tournes en boucle comme ça. Et il y a un moment, le mec il va se dire ouais non en fait j'ai rien fait. Et là c'est pareil, tu fais on va boire un verre ensemble puis on parle plus de ça. Et après tu as ce que j'appelle aussi les gentils fous. Et les gentils fous, c'est les plus attendrissants. C'est ceux qui n'ont pas réussi, mais qui sont persuadés d'avoir la méthode pour réussir, tu vois. C'est ceux qui, je sais pas, le mec qui te vend la méthode pour devenir millionnaire sur Internet, mais qui est au RSA. Ouais, Ou le ça. mec, ouais,
Et ben là, c'est pareil que pour les autres, c'est que tu leur dis, mais c'est quoi tes résultats? T'as fait quoi? Enfin, je veux dire, c'est quoi ton truc, tu vois? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour me dire que moi, ce que je suis en train de faire, c'est pas bon? Et c'est pareil. Et après, on tourne en boucle là-dessus et ça marche. Après, il y a un truc juste pour la famille que j'ai oublié de dire, qui est quand même important parce que la famille, c'est quand même des gens qu'on a envie de convaincre. Et donc eux, ils essaient juste de nous protéger. Ils sont bienveillants. Dans ce cas-là, moi, je prends le temps de présenter des cas ou des personnes ou des amis qui ont réussi là où moi je veux réussir, donc des partenaires, d'entrepreneurs, et je raconte cette histoire à ma mère. Je lui dis, maman, je sais que pour toi, il faut un diplôme pour réussir ou il faut être ingénieur, mais regarde, lui, je le suis, et il a réussi, et je l'ai rencontré, et il fait exactement ce que je veux faire, ou un truc à peu près similaire, et lui, il a réussi. Et là, tu lui trouves 10, 15, 20 exemples de personnes qui ont réussi, et en fait, tu vas rassurer ton protecteur. Tu vois, ça, c'est pas mal. Ensuite, la deuxième chose pour gérer les critiques, c'est qu'une critique, qu'elle soit constructive ou destructive, elle doit toujours être entendue sur les compétences et pas sur l'identité. Ça veut dire que si on te dit, je sais pas, t'es nul. Par exemple, je sais pas, t'as voulu perdre du poids, t'as raté, on te dit t'es nul. Ça, c'est une critique sur l'identité. Ça veut dire qu'on dit que toi, tu es nul. Donc ça, faut pas l'écouter. Dès qu'on te critique sur l'identité, dès qu'il y a le verbe être dans la phrase, faut mettre de côté. Par contre, si on fait une critique sur le verbe avoir, le régime que tu as utilisé était le mauvais, dans ce cas-là, faut l'écouter. Et il faut toujours poser les questions que j'ai dit avant. Ah oui, qui t'es pour me dire ça? Est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu es diététicien? Est-ce que tu as les diplômes? Est-ce que blablabla, tu vois? Mais quand la personne commence à dire ce que tu as fait était pas bien, dans ce cas-là, il y a un début de critique constructive. Mais si la personne dit tu es quelque chose, là, c'est une critique de l'identité, ça ne sert à rien. Et ça, il faut juste, il y a même pas à prendre sur toi, ou il y a même pas à refouler ses larmes. Il y a juste à dire, t'as employé le mot être, dégage. Tu vois, je n'écoute pas ça. Oui, Par contre, s'il y a on rentre dans peut... le jugement personnel, dès que ça devient personnel, ça aboutit jamais vraiment à du constructif, en tout cas quand ça commence comme ça. Et c'est hyper important pour l'autocritique aussi. Si Oui. on essaie quelque chose et qu'on rate, il faut pas dire je suis nul. Il faut dire je n'ai pas les compétences pour. Et donc, quelles sont les compétences qu'il me manquent pour réussir telle chose? Mais et écoutez les gens qui écoutent ce podcast ou qui regardent cette vidéo, quand dans votre tête, vous vous dites, ah putain, je suis vraiment une merde. Là, faites gaffe. Parce que là, vous êtes en train de vous critiquer comme le gentil fou qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et qu'en fait, c'est vous le problème et que vous êtes nul. Et là, c'est une spirale infernale. Alors que si le moment où vous allez vous dire, parce que vous allez vous le dire, je suis nul, hein, c'est normal. L'humain est comme ça. Je suis nul. Et vous allez, hop, 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 j'ai employé le verbe être, ça va pas. Je suis pas nul. Il me manque juste des compétences. Là, vous allez vous dire, OK, j'ai fait ça. Comment est-ce que je peux changer l'hypothèse de départ? Quelles compétences je peux acquérir pour réessayer et essayer d'échouer un peu moins? Moi, j'aime pas dire je vais réussir. Je dis toujours je vais échouer un peu moins. Parce qu'on sait même pas à quel niveau on peut réussir. La seule chose qui est mesurable, c'est échouer un peu moins. Réussir, c'est pas mesurable. Tu peux réussir à des niveaux astronomiques. Elon Musk, il est en train de repousser les limites et Jeff Bezos sont en train de repousser les limites de la réussite actuellement. Eux, ils essayent juste d'échouer moins. Ils essayent pas de réussir plus. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir pour toi, c'est quoi la définition de la réussite? C'est intéressant, ça. Pour moi, la première question, c'est le bonheur. C'est-à-dire, il faut être heureux au quotidien. Et la réussite, c'est d'avoir trouvé un projet qui nous permet d'être heureux au quotidien. Tu vois, la réussite, c'est l'incarnation de l'état. L'état, c'est le bonheur. La réussite, c'est l'incarnation dans la matière. Par exemple, moi, pour être heureux, mon bien-être, c'est défini par la liberté. J'ai pas de prétention à vouloir être millionnaire ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime au plus profond de moi, c'est si j'ai envie d'aller prendre le soleil dehors, à tout moment, je peux le faire. Tu vois, c'est le truc le plus important pour moi. Et ma réussite, c'est d'avoir créé Penser et Agir et de comment dire, et de pouvoir le faire. C'est-à-dire que là, on fait cette interview, mais si après j'ai pas envie de travailler, je vais dehors. Bon là, il y a pas de soleil, mais je peux partir en vacances. Je suis libre de mon temps. Tu vois, c'est vraiment ça le plus important pour moi. Donc la réussite, c'est de penser et agir. Et l'état de bien-être, c'est la liberté. Et c'est encore une fois, c'est que pour moi. C'est pas valable pour les autres. Et ensuite, il y a autre chose dans la réussite qui va un peu plus loin, c'est la transmission. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire une fois que tu as réussi et que tu as atteint ton objectif à toi, transmettre comment tu as fait pour inspirer les autres à le faire. Et ça, c'est à la fois de la réussite et de la reconnaissance, mais il n'y a pas plus important, je pense, pour un être humain que de transmettre ce qu'il a compris. Et depuis toujours, hein, même si tu remontes aux tribus ou si tu lis des livres comme Sapiens ou autres, donc Sapiens, c'est un gros bouquin sur l'évolution humaine.
tu vois que l'être humain, son seul but, c'est de transmettre à son patrimoine. Et dans le patrimoine, tu peux mettre le patrimoine génétique, donc sa famille, ses enfants, etc. Mais ça peut aussi être un peu plus spirituel du coup et transmettre un peu sa vision du monde à d'autres personnes qui errent un peu et qui se posent des questions. Et c'est ce que font tous les entrepreneurs. Tu sais qu'en France, la vision de l'entrepreneur, on considère qu'un entrepreneur est égoïste et qu'un salarié est pas altruiste, mais est normal, et qu'un mec dans le associatif est altruiste. En fait, c'est faux. L'égoïste, c'est le salarié. Mais c'est encore une fois, être égoïste, c'est ni bon ni mauvais. Hein. C'est juste que l'égoïste, il prend de l'argent pour son temps. Et l'entrepreneur, il donne de la valeur. Et s'il gagne de l'argent, c'est parce que dans sa vision du monde, il donne de la valeur. C'est super dur à comprendre ça, parce qu'on peut la phrase qui vient tout le temps, c'est ouais, mais McDonald's par exemple, ils sont en train de pourrir le monde. Mais en fait, on sait pas, parce qu'on n'est pas dans la tête du mec qui a créé McDonald's. Ce serait intéressant qu'il soit là pour dire c'est quoi sa vision du monde et pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et c'est possible que dans sa vision du monde, ils sont en train d'apporter quelque chose de bien pour lui. T'as la même chose sur le karma aussi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça que tu peux relier. On dit tout le temps, il y a le bien et le mal. Mais le bien et le mal, c'est seulement dans la vision d'un individu. Et le pire tyran de la planète, si ça se trouve, il a fait des carnages parce que dans sa vision du monde, c'était bien. Et donc l'entrepreneur, lui, il essaie juste de transmettre une vision et d'emmener des âmes égarées ou des gens égarés dans sa vision du monde. Et pour ça, il a de l'argent. Et après, il redonne à ses salariés. Et les salariés sont des gens qui prennent l'argent pour eux. Tu vois la différence fondamentale là-dedans. Donc pour moi, la réussite et ce caractère de transmission, c'est là où l'entrepreneuriat, je trouve ça beau, parce que on essaie de défendre des valeurs, une mission, et si les entrepreneurs qui réussissent et qui ont de l'argent, c'est qu'ils ont réussi à faire rentrer des gens dans leur vision du monde. Après, on peut débattre sur le bien et le mal pendant une vie, mais voilà. Oui, c'est vrai que ça reste un sujet très subjectif, même s'il y a des éléments, on va dire, humains qui vont être assez clairs pour tout le monde, comme sur des éléments où ça reste toujours un débat subjectif. Et d'ailleurs, ben justement, puisque là, si on arrive plus par rapport à, enfin, tous les conseils que tu as donnés sont géniaux, et d'ailleurs dans le livre, vous allez en retrouver pas mal, puisque c'est un sujet qui est vaste, hein, changer de vie. T'abordes pas mal d'éléments dont on a parlé ici, plus de procrastination, l'attraction, les objectifs, etc. Donc il y a de quoi faire si vous voulez vraiment approfondir tout ça. Et j'aimerais revenir sur le Mathieu et savoir, bah, pour finir, quelques petites questions rapides par rapport à ton parcours et ce que tu fais. C'est quoi pour toi ton plus gros échec de ta vie, et qui t'a été aussi à la fois en même temps le plus enrichissant, parce que comme tu l'as dit, l'échec fait partie de la réussite, on essaie d'échouer un peu moins, donc ton plus gros échec est le plus utile. Mon plus gros échec, c'est quand je suis allé aux portes ouvertes de la faculté de psychologie. Quand je doutais, tu vois, je voulais faire de la psychologie, et dans ma famille, on me disait bah non, tu seras ingénieur, mon fils, ça c'est bien. Et je suis assez dingue cette histoire, parce que je suis allé aux portes ouvertes de la fac de psychologie. Je suis allé voir le prof qui faisait la conférence pour présenter la fac. Et je lui dis, il y a combien de débouchés si on prend tous les gens qui s'inscrivent en première année et si on finit avec ceux qui sont en cinquième année? Il m'a dit, il y a 3%. Je me suis dit, waouh, déjà ma mère me dit que pour réussir, faut être ingénieur. En plus, quand je vais à la fac de psychologie, on me dit qu'il y a que 3% de débouchés. Je sais pas s'il m'a fait une blague ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai gardé en vérité. J'arrive toujours pas à le croire, tu vois. Mais c'est possible, parce que comme il y a beaucoup de touristes là-dedans, on peut rationaliser en se disant qu'en effet, tu as 70% qui abandonnent la première année. Et donc, avec l'écrémage après en cinquième année, en effet, c'est possible. Et mon plus gros échec, c'est de pas m'avoir écouté à ce moment-là et de pas avoir bifurqué vers la psychologie, parce que j'aurais réussi, dans le sens réussi, beaucoup plus vite, je pense. Mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que si Penser et Agir a su se démarquer du reste, et Dieu sait que c'est compliqué dans le développement personnel, si tu montes un blog qui fait 400 000 visiteurs, c'est juste le secteur le plus concurrentiel qui existe sur Internet. Je crois que le dev perso et le bien-être, c'est le plus concurrentiel. Je crois que c'est au-dessus du marketing. Hein. Je sais pas, il faudrait voir, mais ça doit être à peu près similaire. C'est tellement vaste que ouais, ça doit être le plus gros aussi, le plus concurrentiel. Ouais, je pense que c'est les niches horribles. Et quand tu arrives à être le premier, en tout cas en francophonie, je dis pas que je suis le premier au monde, mais en blog francophone, c'est le plus gros aujourd'hui, et de loin, parce que quand tu as un gros blog, c'est à peu près les 60 000 visiteurs par mois, t'es content. Donc quand tu fais 8, 9 fois ça, c'est que t'es vraiment très gros. Si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'ai ramené tout ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur et que je l'ai adapté à la psychologie. Et le livre, si on l'a aujourd'hui et qu'il est si bizarre avec des dessins partout, des schémas, le sommaire, c'est un jeu de plateau, un peu comme un jeu de doigts. C'est le seul livre à ma connaissance qui propose un jeu de plateau en guise de sommaire, c'est parce que j'ai introduit toutes mes connaissances d'ingénieur.
Donc en fait, c'est à la fois le plus gros échec de ma vie, de pas m'avoir écouté et d'avoir gâché, si je le vois d'un point de vue négatif, 9 ans de ma vie, parce qu'il y a 5 ans d'études et 4 ans où j'ai travaillé. Mais sans ces 9 années, je n'aurais jamais pu créer Penser Agir, je n'aurais jamais pu écrire ce livre et je n'aurais jamais pu développer mon approche qui fait qu'aujourd'hui, je fais cette interview et que dans 2 semaines, je fais une conférence devant 150 personnes où je vais raconter mon histoire justement parce qu'elle intrigue et elle inspire les autres. Donc enfin voilà, c'est l'échec, mais en même temps, sans ça, jamais j'aurais pu. Et comme tu l'as dit, c'est l'application de ce que tu as dit avant, c'est tes compétences que tu as fait converger vers ton projet qui te faisait kiffer en fait. Ouais, et le plus important dans la compétence, c'est de rajouter intrinsèque. Parce Oui. que, et c'est si les gens n'ont pas la définition du mot intrinsèque, il faudra aller la chercher. C'est important parce que c'est les compétences. Un synonyme serait sous-jacente, c'est-à-dire ou transversale. On aime bien dire en entreprise aussi, compétences transversales. C'est-à-dire qu'est-ce qui est sous le métier. Comme je disais, la caissière, elle a une compétence relationnelle. Mais si on fait réfléchir sur les compétences directes, elle comprend pas. Elle dit, je suis caissière, je suis nulle, je suis une merde. Mais non, t'es une personne qui a des compétences relationnelles, qui sait gérer les excès de colère, qui fait du calcul mental vite, etc. Ça, c'est les compétences intrinsèques. C'est ça qui est important. Parce que j'ai pas adapté l'aérospatiale à la psychologie. J'ai adapté l'abstraction sémantique et la simplification à outrance à la psychologie. C'est ça qui a donné mon approche. Tout à fait. Et c'est quoi vraiment ton livre préféré? Alors, ouais, mon livre préféré et qui a changé ma vie aussi en 2012 justement, c'est un livre qui s'appelle Créateur de réalité d'Olivier Lockert. Donc Olivier Lockert, c'est un ponte de l'hypnose, c'est une référence en hypnose. Il a écrit un bouquin de 500 ou 600 pages qui s'appelle Hypnose, qui est le livre de chevet de la plupart des hypnothérapeutes. En tout cas, tous les hypnothérapeutes que j'ai rencontrés ont ce livre chez eux. Je l'ai aussi chez moi parce que je m'intéresse beaucoup à l'hypnose. Et lui, il a écrit aussi un roman. En tout cas, il y a 2 tomes pour l'instant. Il y a le 3e qui devrait paraître un jour peut-être, on ne sait pas quand. Et donc, c'est 3 livres qui s'appellent Créateur de réalité. Le 1 a changé ma vie. Et c'est incroyable ce livre parce que, en fait, tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question parce que là, je suis en train de lire le 2. Mais j'ai lu le 1 en 2012 et je me suis toujours dit, je suis pas prêt à lire le 2. Il y a trop d'impact dans ma vie pour que je lise le 2 maintenant. Et donc, j'ai attendu. Et le jour où j'ai sorti mon livre, donc c'était le 4 septembre, je me suis dit, allez, c'est le moment pour lire le 2 maintenant. Et donc là, je suis en train de lire le 2. Donc ouais, c'est Créateur de réalité. Je pense pas que ce soit pour tout le monde. C'est un roman. C'est pas un livre d'apprentissage, mais ça te fait passer par l'histoire d'un personnage qui fait un voyage initiatique, qui est métaphorique, qui est à la fois au fond de lui-même et à la fois au fin fond d'une montagne, au sommet d'une montagne, au fin fond d'une grotte, etc. Tout est métaphorique et tout le livre est rédigé en script hypnotique. C'est-à-dire que c'est le seul livre où à chaque fois que je le prenais, j'arrivais pas à lire plus de 20 minutes parce que je m'endormais dessus. C'est incroyable. Ce livre m'endormait tout le temps et pourtant quand je me réveillais, je disais il faut que je continue. Et donc je l'avais lu en plus quand j'étais à Miami. D'ailleurs, je le raconte dans le livre C'est décidé, je change de vie. Dans les 10 premières pages où je raconte mon histoire, je cite ce livre-là, Créateur de réalité d'Olivier Lockert, et je cite le moment où je suis à Miami et où je lis ce livre-là et où je me dis et si la vie était un jeu. Et en fait, cette phrase-là a tout changé dans ma vie après. Et l'approche que je défends aujourd'hui, c'est un jeu. C'est cool, c'est proche de la philosophie Game Entrepreneur. Et ouais, c'est pour ça que quand je t'avais vu à ton séminaire Game Entrepreneur Live, je t'avais dit que je t'enverrais un exemplaire parce que Ouais, tu m'avais dit, ouais. Je savais que ouais, il est là. Et je savais que le sommaire allait t'intriguer et ça allait te parler. Puis en plus, on a tellement de points communs, que ce soit Dragon Ball, les jeux, tous ces trucs-là, on a énormément de choses en commun. Donc, on est de la même génération. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quoi est-ce que tu as un petit outil dont tu te passes jamais, une application, un outil ou autre dans ton quotidien? Une application, ça va dépendre des secteurs. L'outil dont je me passe jamais, c'est Google Agenda. Pour faire le plus simple possible, c'est Google Agenda. J'ai besoin, tu vois, quand on fait une interview, à chaque fois où j'ai un voyage, un truc, je mets tout dans Google Agenda. C'est indispensable. Okay. Après, si on veut un outil un peu plus, tu veux un outil business, un outil comment? Bon, on va dire un business, un dev perso. Alors un outil business, il y en a un que je me passe jamais parce qu'il automatise tout, c'est Zapier. C'est une folie furieuse. C'est Zapier, tu peux le voir en surface, c'est-à-dire faire les connexions simples, et tu peux le voir en l'approfondissant. Et là, en tant qu'ingénieur, moi, je me suis régalé. Mon Zapier, donc Zapier, c'est un truc qui connecte tout avec tout, en gros. Et mon Zapier fait des trucs incroyables. C'est-à-dire que quand mes prestats collent une vidéo dans un dossier
sur leur ordinateur, ça va l'uploader dans un Google Drive qui déclenche un Zapier, qui va le mettre sur YouTube, qui va le mettre sur Facebook, qui va missionner une presta dans un tableau Excel et lui commander une épingle pour le mettre sur Pinterest, une autre qui va lui commander une miniature sur YouTube. Enfin, c'est un truc de malade. Et tu peux remplacer un gestionnaire ou une assistante de direction à 90% avec Zapier. Donc ça, d'un point de vue business, c'est fou. Et après, d'un point de vue business, pour la vidéo, il y a aussi OBS et la formation Puissance Live de notre ami Thomas Gazio, qui est aussi fou, où tu enregistres tous tes contenus. Donc OBS, hein, c'est Open Broadcast Software, qui te donne la possibilité d'enregistrer tous tes contenus sans faire de montage, quoi. Tu fais le montage en live, c'est incroyable. Donc ça, j'adore. Je l'ai connu à l'époque où je streamais en jeux vidéo, justement. On parlait de compétences transversales. Des trucs de jeu m'ont aidé après dans mon business. Mais les meilleures compétences transversales, c'est dans le jeu vidéo, c'est Squeezie. Le mec est incroyable. Le week-end dernier, ils ont levé 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur en dons, en une semaine de live sur le Z-Event, ça s'appelle. Ouais. Parce que c'était des joueurs qui jouent en streaming et ils ont déporté leurs compétences, ils ont déporté leur vision du monde et leur communauté pour transmettre de l'argent à l'Institut Pasteur. C'est juste incroyable. Et c'est 3 500 000 euros. C'est-à-dire que ces mecs-là, qui sont des passionnés, qui sont toujours écoutés avec leurs jeux vidéo, sont en train de changer le monde de la recherche contre le cancer. C'est juste incroyable parce que les mecs, un jour, se sont connectés à leur ikigai, à leur passion et ont fait des vidéos sur Dailymotion. YouTube n'existait pas. Ils avaient 16 ans ou 15 ans, je sais plus quelles sont les premières vidéos de Squeezie. Le mec faisait juste du jeu vidéo. C'est juste incroyable. Il a jamais cherché à réussir quelque part. Il a cherché à échouer moins, à faire des vidéos de meilleure qualité, à parler mieux de sa passion, à comprendre Twitch, à comprendre ces trucs-là et à avancer. Et les mecs, maintenant, c'est des génies, putain. C'est en termes de compétences intrinsèques et transversales, Squeezie, pour moi, c'est l'un de mes mentors, hein, ce gars-là. Quand on dit ça, on pourrait rigoler, mais quand on comprend l'histoire derrière, c'est un génie, ce gars. Bah surtout aussi de sa chambre, il est devenu youtubeur. Maintenant, il fait des voix off. Des voix off, des doublages, pardon. Il fait des courts-métrages. Il y a Cyprien aussi, lui, qui s'est mis à fond dans les courts-métrages. Il fait des clips de musique. Bref, c'est vrai qu'on a le cliché des youtubeurs dans leur chambre tout ça, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est des purs entrepreneurs aussi. Donc c'est vrai que c'est des nouveaux métiers, des nouveaux profils qu'on n'aurait pas imaginé avant en termes, justement, comme tu dis, de compétences transversales et de champ des possibles. Et il a aussi créé une marque de vêtements et il a quand même fait le tube de l'été. Ouais. Le tube de l'été, Mirador, c'était une des chansons les plus passées à la radio l'été sur un défi bidon. Et ils l'ont fait, quoi. C'est juste. Mais ces mecs-là, à chaque fois, c'est leurs compétences transversales qu'ils mettent dans un autre milieu. Et ce qui est incroyable aussi, et c'est une belle leçon, c'est que quand ils vont dans l'autre milieu, typiquement la musique, quand il a fait le tube de l'été, ils s'entourent des meilleurs. Alors comme ils sont youtubeurs, ils ont pas de contact. Et quand ils ont fait juger leur titre, il y avait Maître Gims. Donc ils arrivent à prendre les meilleurs et donc ils restent humbles. Il le fait pas tout seul. C'est vraiment bien. Et après un outil de dev perso, c'est plus compliqué parce que l'outil de dev perso c'est surtout dans les pensées ou les choses comme ça. Si il y a un truc très important. C'est le chapitre 15 du livre, c'est ce que j'appelle la méthode des divisions successives, qui est le truc que j'ai typiquement rapporté des méthodes informatiques dont on programme les logiciels. Quand on fait des logiciels, on fait des composants, après on fait des objets, dans les objets on fait des classes, dans les classes il y a des fonctions, et dans les fonctions il y a des attributs, des propriétés, et ensuite tu as le code, tu vois. Donc en gros, tu décomplexifies le problème qui pourrait être super compliqué, un satellite, wow, c'est compliqué, et tu te retrouves à coder un truc super simple, tu vois. Et ben moi je l'ai appliqué à la psychologie. Et c'est exactement la même chose, ce que j'ai appelé la méthode des divisions successives, c'est-à-dire comment identifier la prochaine action ultra simple de telle manière qu'on soit sûr de ne pas échouer. Et on peut être sûr de ne pas échouer. Typiquement, si je vais faire un raccourci énorme, le projet c'est je veux être riche et gagner ma vie sur Internet. Si tu fais cette art de division successive, je vais pas le détailler, mais tous les gens que ça intéresse, c'est dans le chapitre 15 du livre s'ils veulent le lire. La première action que moi j'avais identifiée, c'était quel va être le nom de mon site. Et en fait, j'ai pu désacraliser un peu ce projet qui était comment gagner ma vie sur Internet dans une action simple qui était trouver le nom de mon site. Et ça, je savais que je pouvais le faire. Et si on trouve toujours la prochaine action simple, bien sûr, le niveau va augmenter au fur et à mesure. Hein, mais la prochaine action, elle sera toujours simple pour nous. C'est comme Johnny Hallyday, bon, il est mort maintenant, mais qui remplissait des stades de plus en plus grands. Sa prochaine action simple, à un moment dans sa vie, c'était de jouer devant 3 de ses amis de la guitare. Et à un autre moment dans sa vie, la prochaine action simple, c'était de remplir le Stade de France. Pour lui, c'était toujours la prochaine action simple.
Donc pour moi, la méthode de dev perso la plus efficace et pour passer de l'imaginaire au réel, c'est de trouver la première action vraiment simple, quoi. Les petits pas. Ouais, les petits pas, ouais. Mais les petits pas, ce que j'aime pas, c'est que c'est linéaire. Quand tu as l'image d'un petit pas, tu as un chemin linéaire Oui, et c'est tu un vois par un. Là, c'est la première petite marche. Et ensuite, bah, l'arbre, en fait, après, on n'a pas détaillé ça, mais un arbre de division successive, c'est un truc où tu as des branches, c'est un arbre informatique, en fait. Donc, tu as ton truc, tu décomposes en 4 étapes, et après, tu prends que la première étape, que tu redécomposes en 4 étapes, et tu reprends que la première étape. Donc, c'est pas un chemin linéaire, c'est une dichotomie, en fait, en mathématiques. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans, ouais, mais, ouais. parce que ça, après, c'est la méthode pour penser ce truc-là, mais ça change vraiment tout, en fait, de faire un arbre de décomposition par rapport à avoir un chemin linéaire. Super. Et pour finir, c'est quoi puisqu'on parle des routines, c'est quoi pour toi ta routine quotidienne que tu ne changerais pour rien au monde? La Euh, routine la plus efficace pour toi. la mienne, Ouais, la tienne. enfin, même celle qui serait généralisable à tout le monde, c'est quand vous vous levez le matin. Alors, il faut être maître de son temps, hein. Donc là, je parle de mon cas. Du coup, je suis maître de mon temps. C'est faire le plus important. C'est-à-dire, et le plus important, c'est ce qu'on voit dans la. Tu connais la matrice d'Eisenhower? Oui. Ce qui est important et pas urgent. Ça veut dire, par exemple, développer son réseau, créer cette conférence en ligne qui va changer notre business, organiser cet événement dans 3 mois ou des trucs comme ça. C'est tous les jours de faire des actions vers ce truc qui est important et pas urgent. Et vraiment tout ce qui est urgent, je sais pas moi, dans mon cas, ce serait vérifier que les liens des articles de blog sont bien faits, qu'il n'y a pas de lien mort, vérifier que il y a des épingles Pinterest, des trucs comme ça qui sont. Moi, ça, je le fais une fois par semaine. Mais il y a toujours des actions qu'on peut faire et qui sont vraiment importantes pour nos business et qui sont de l'ordre de la stratégie. Et celles-là, faut les faire au réveil. En fait, faut les faire le matin. Faut juste en mettre une dans sa journée. Se dire, là, par exemple, mon action d'aujourd'hui, c'est j'ai des slides d'un webinaire que je suis en train de préparer et c'est de raconter mon histoire. Donc, c'est une dizaine de slides, quelque chose comme ça, sur mon histoire. Eh bien, tant que j'ai pas fini ces 10 slides, je ne réponds pas aux mails. Je ne ferai pas de trucs annexes qui pourraient être importants, hein, mais c'est pas grave parce que le plus important pour moi d'un point de vue stratégique, c'est ces 10 slides, donc je les fais. Ça va me prendre quoi, 1 heure et demie, 2 heures, mais je vais le faire au début. Sinon, on risque de s'éloigner et de commencer à faire des trucs. Dès qu'on va répondre aux mails, on va recevoir un mail qui veut nous emmener vers un autre truc, etc. Et voilà. Donc, et quand on fait ça, couper tous les réseaux sociaux, fermer la porte, débrancher le téléphone, enfin tout quoi. Il faut Ouais. s'isoler. Sinon, on n'avance pas. Ouais, c'est génial parce que c'est aussi l'approche que j'ai de commencer toujours par le plus important et focus dessus et je passe à rien après. Avant. Tant que c'est pas fini, il y a rien d'autre qui rentre. Ok, super. Et on a fait un peu le tour. D'ailleurs, n'hésitez pas, justement, si vous voulez le livre, je mettrai le lien en description. Et pour finir, c'est où qu'on peut te retrouver pour ceux qui sont intéressés? Alors tout simplement sur Penser et Agir, donc sur mon site, hein, vous allez sur penseretegir.fr ou alors le mieux si ça vous a intéressé ce que j'ai dit, vraiment c'est le livre. Aujourd'hui quand on écrit un livre, on met vraiment tout dedans. Moi j'ai tout mis dedans et j'ai eu la chance d'être édité par donc Interédition qui est le groupe Hachette et c'est dingue quand on travaille avec un éditeur comme ça, c'est qu'ils ont un vrai regard professionnel sur le livre et qui m'ont énormément aidé à simplifier les concepts encore plus. Ils m'ont aidé avec l'illustratrice qui a travaillé sur le bouquin, qui a fait un travail remarquable. Et donc, si on veut me connaître, en fait, il y a plusieurs moyens. Si on veut le côté gratuit, pensez agir.fr. Si on veut le côté payant, le mieux, c'est d'acheter le livre. 16,90 €, il est dans toutes les librairies, toutes les Fnac, il est sur Amazon, tout ça. Et après, si on veut plutôt rentrer dans mon quotidien, dans ce cas-là, c'est Instagram où je fais plein de stories et on me voit un peu au quotidien parler de l'avancée du projet. Ça dépend un peu la casquette qu'on a, voilà. Bon, dans l'idéal, les trois. Comme ça, Il vous y en aurez a deux qui tout. sont gratuits, un qui est payant, donc autant faire les deux gratuits. Non, le livre, vraiment, je pense que c'est important. Je le dis pas. De toute façon, je gagne rien dessus. Hein, je gagne 7%. Hein. J'ai au droit d'auteur. Quand on l'a édité, on gagne rien du tout. Donc, je l'ai vraiment pas écrit pour gagner de l'argent. Et en plus, c'est une vraie perte d'argent. C'est un manque à gagner en fait d'écrire un livre parce que ça prend énormément de temps. Et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. On peut faire des formations, des trucs comme ça. C'est d'ailleurs Ouais, pour et puis ça que c'est surtout que de toute façon, mon audience, c'est des gros lecteurs, donc ils seraient ravis d'avoir un nouvel ouvrage dans leur bibliothèque. c'est Parce ça que que je c'est conseillerais le plus. lecteurs. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup à toi. Un petit mot pour la fin. Bah merci à toi de m'avoir interviewé. C'est vraiment enfin pour moi c'est un vrai honneur. Je dis pas ça juste pour dire c'est un honneur. Non, c'est vraiment important pour moi. J'ai toujours du mal à réaliser
qu'on me demande de partager certaines choses. Je sais pas si un jour je serai conscient de ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours du mal à me dire ouais, mais 400 000 visiteurs par mois, c'est pas tant que ça. 3000 clients, c'est pas tant que ça, tu vois. Et en fait, si, c'est quand même pas mal. Et donc du coup, faire cette interview, c'est vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça et je suis vraiment reconnaissant que tu me l'aies proposé. Et c'est pareil, tu vois, quand je vais faire cette conférence devant 150 personnes, j'ai vraiment de la gratitude et j'ai du mal à me dire que c'est vrai en fait, quoi. Donc le dernier message, c'est merci et merci aux gens qui ont pris du temps pour écouter ce que j'avais à dire. C'est dingue, quoi. C'est important. Merci à toi. Et puis, comme je dis souvent, je prends toujours des profils non seulement très souvent atypiques, mais aussi les gens qui ont une réelle valeur à apporter. Et c'est vrai que le livre, pour moi, avoir beaucoup consommé de dev perso, au bout d'un moment, on tourne en rond. Il y a beaucoup de concepts qui tournent en rond. Et là, ce que j'ai aimé, c'est le côté concret, visuel, outil. Et je pense que pour nombreux qui me suivent, même si vous avez un niveau déjà avancé en dev perso, ou même si vous débutez, je pense que ça répondra à vos attentes. Voilà, je recommande que les choses que j'apprécie et que je trouve qu'apportent vraiment de la valeur. Donc merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt à l'occasion de prochains podcasts vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube et à suivre Mathieu qui apporte beaucoup de valeur. À très bientôt. Merci à toi. Salut Johan. Ciao.